des actus, des coups de cœur, et quelques tranches de notre vie. Saison 6. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max, mais dans l'autre sens, et on est ravis de vous retrouver pour ce premier épisode de la saison 6 de Tranche de couple. Épisode que nous avons choisi d'intituler Bleu, Blanc et et rouge. Nous revoilà pour une 6e année consécutive, plus motivés que jamais, pour vous partager un peu d'actu, un peu de Belgique, un peu de nos vies et beaucoup d'amour pendant les 10 prochains mois. C'est un podcast qui nous correspond, qu'il soit bleu, blanc, rouge comme notre été ou en 50 nuances de gris quand on vous parle d'actualité. Alors d'abord, on voulait commencer cette nouvelle saison par quelques remerciements. Alors on va faire un peu d'autopromotion et se remercier nous deux parce qu'on prépare avec beaucoup d'amour ces 2 épisodes mensuels et on aime passer du temps à le faire, mais on sait chacun que ça, voilà, c'est du temps qu'on prend pour le faire. Et donc, voilà, on se remercie. Et puis, on vous remercie celles et ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous soutiennent et qui nous font des suggestions. Et moi, je voudrais remercier plus particulièrement Max, qui gère toute la partie technique de ce podcast. C'est pas simple, c'est encore plus de temps que pour la préparation. Et je te remercie beaucoup parce que j'aime beaucoup que tu fasses ça. Ouais, parce que je t'ai proposé éventuellement de t'aider à te faire monter en compétences, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas eu beaucoup de raisonnement. Le DRH de la maison est en œuvre. Alors, on est super content parce que cet été, on a passé le cap des 7000 téléchargements de nos épisodes sur notre plateforme pour les podcasts. Donc, tout ce qui diffuse en gros sur les plateformes. Wow. Bravo. Sur les plateformes traditionnelles, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict et tout ça. Voilà, donc du coup, on est aussi, en plus, on distribue ce podcast sur YouTube en comment on dit? En balado-diffusion. En audio uniquement, puisque on fait un podcast vraiment audio et on n'a pas choisi. En tout cas, je m'en occupe pas. Je vous assure que vous voulez pas voir nos têtes certains jours. Exactement. La voix, ça suffit largement. Et puis, voilà, on essaye toujours aussi de le diffuser sur Facebook, sur la page Tranche de couple. Voilà. Et puis, peut-être, on vous remercie aussi parce qu'on sait que ce podcast, il est un peu, comment dire, il y a plein de sujets différents et donc, il y en a qui viennent pour prendre un peu de nouvelles de notre part, d'autres qui sont peut-être plus intéressés par la partie décryptage de l'actu. Et voilà, on sait que c'est un peu un mixte qui est un petit peu inédit, on va dire, mais ça nous ressemble bien. Alors on va continuer pour cette 6e saison. Je crois que j'imaginais pas qu'on continue pendant 6 ans ce podcast, mais en tout cas, pour nous, c'est assez chouette de le faire. Alors, sans plus attendre, premier sujet d'actualité brûlante qui a bien occupé notre été. Comme tous les 4 ans, vous me voyez venir, je vais vous parler des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques. Ah bon? Moi, je pensais que tu allais parler d'autre chose. Tu croyais que j'allais parler de quoi? Non, mais je sais pas, comme tous les 4 ans, il y a des élections, comme tous les 4 ans. Boring. Ouh là là, on s'enquiquine là. Non, on s'est dit qu'on allait commencer avec un petit sujet Jeux olympiques parce que on a rêvé, on a pleuré et on continue d'ailleurs à pleurer. Oui, parce que c'est pas que les Jeux olympiques qu'on va courir, mais c'est aussi les Jeux paralympiques. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé des 2 au début, absolument. Mais et c'est pour ça que j'ai dit qu'on allait continuer, et d'ailleurs à rêver, à pleurer encore jusqu'à 2 jours, demain, puisqu'il reste une journée de Jeux paralympiques. Et on s'est rendu compte combien l'effet JO et Jeux paralympiques à la maison, c'était quand même quelque chose, quoi. Se retrouver devant ces sites de compétition prodigieux à Paris, au Grand Palais, au pied de la Tour Eiffel, le Stade de France, le tir à l'arc devant les Invalides, le château de Versailles pour le cheval. Bref, c'était des jeux spectaculaires. Les gens
Absolument. Ce sont des jeux légendaires, des jeux bleu, blanc, rouge naturellement, puisqu'ils ont lieu à Paris. Et puis des jeux qui ont tenu leurs promesses pour ce qui est des Jeux Olympiques. On va attendre un peu pour faire le bilan des Jeux Paralympiques, mais l'idée et la volonté du Comité national olympique français et du gouvernement d'ailleurs, c'est affiché, c'était d'arriver dans le top 5 du classement des médailles. C'est chose faite, puisque la France termine donc, d'ailleurs, 5e du classement des médailles par médaille d'or, avec 16 médailles d'or et puis au total 64 médailles. Et elle termine même 4e si on compte le nombre des médailles, devancée seulement par la Chine, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Les Perfide Albion est toujours là en embuscade comme ce matin à la course cycliste pour venir nous piquer des places. Mais et au judo. C'est très important. Et au judo, à l'instant, décidément, quelle matinée. Oh là là. Hier, c'était les Néerlandais, aujourd'hui, c'est les Anglais. On a dit, voilà, c'est nul qu'on perde face à eux. Mais voilà, c'est donc un bilan pour les Jeux Olympiques très positif en termes sportifs. C'est un bilan très positif aussi en termes de couverture média, puisque on a eu, notamment en France en tout cas, une couverture par France Télévisions sur jusqu'à 3 chaînes en même temps pour pouvoir suivre toutes les épreuves qui avaient lieu en même temps. Voilà, tous ensemble. On pouvait avoir de l'équitation sur la 4, on pouvait avoir du judo sur la 3, et puis on avait de l'athlétisme sur la 2. Il y a eu une très grande volonté de France Télévisions de mettre en avant tous ces sports. Alors, je me souviens, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas refait cette année pour les Jeux Olympiques, mais une année, on pouvait carrément suivre, même s'il n'y avait pas de français, tous les sports sur France Télévisions. Je pense qu'il y a des histoires de droits derrière, mais sur différents écrans qu'on pouvait sélectionner sur France Télévisions. Tout était disponible en ligne, et donc tu pouvais aller voir les différents canaux de diffusion. Pas pour les Jeux Olympiques. Pas pour les Jeux Olympiques. C'est justement ça qui m'a surpris, c'est que pour les Jeux Paralympiques, donc on y vient, c'est une couverture média qui est positive, mais qui peut encore être perfectible pour les Paralympiques. Il faut savoir que là, une grande partie de la couverture média est assurée par le Olympic Broadcasting Corporation, la société du CIO qui gère la diffusion média, et puis que cette société, elle gère les Paralympiques, mais seulement en partie. Ça, c'est une première chose qui fait qu'on se retrouve avec France Télévisions a repris la réalisation de certains sports. On se retrouve avec des habillages, ce qu'on appelle les habillages, c'est-à-dire les logos, les scores, tout ça, qui sont un peu parfois aléatoires. Par exemple, je crois que c'est pour le volley, où on avait un habillage où c'était une vidéo, une caméra qui filmait le tableau de score dans la salle. C'est quand même un peu limite, mais enfin, France Télévisions a fait ce qu'ils ont pu avec leurs moyens. La deuxième chose dont je parlerai, c'est de dire que c'est dommage que France Télévisions se soit rabattu sur une seule chaîne pour les Paralympiques, parce que des journées comme aujourd'hui, on aurait tout à fait pu avoir des choses sur 2 chaînes en même temps. On aurait pu choisir aussi, en fonction du planning, d'avoir 2 chaînes en même temps. Voilà. On était aidé naturellement par le fuseau horaire. On est sur notre fuseau horaire. Los Angeles, ce sera différent. Il y a beaucoup d'épreuves qui auront lieu la nuit. Malheureusement, mais on espère quand même pouvoir suivre un certain nombre d'épreuves. Alors, ces Jeux Olympiques, c'était aussi le retour en grâce de la Frige, hein, Max ? Oh, la Frige. La Frige. Ben oui. Bon, ceux qui suivent Guillaume sur ses réseaux sociaux personnels ont pu comprendre que la Frige, c'était quand même sa grande... My new best friend. Voilà, c'est ça. Tout l'été, nous avons rêvé Frige, n'est-ce pas ? Absolument. Et s'il y avait eu quelques polémiques sur la Frige au départ quand elle a été présentée, et bien finalement, dès le début des Jeux olympiques puis paralympiques, la Frige à faire l'unanimité avec elle. Et comme le symbole de liberté qu'elle est, elle a pris sa propre liberté pour se retrouver sur les sites de compétition, se lancer, faire des liberté chérie, se lancer, faire le DJ, faire des chorés sur la Macarena, faire des courses de 100 mètres avec les 2 petites voitures du Stade de France qui couraient aussi de chaque côté. Ce que vous avez ouvert comme boîte de Pandore, dès qu'on parle de la Frige, c'est terminé. C'est moi qui l'ai ouverte, la boîte de Pandore. Je sais, mais là, chers auditeurs n'y sont pour rien. J'aurais dû peut-être censurer cette référence à la Frige. Mais on va en rester là, mais voilà, il y a cette Frige qui est revenue sur le devant de la scène. Ça n'a pas été simple, mais elle s'est faite toute seule et elle est revenue toute seule sur le devant de la scène. Bravo la Frige. Et Guillaume a réussi à faire un câlin à la Frige. Oui. Et ça, c'était le summum, l'apogée de ces Jeux. Le câlin à la Frige à Bercy, on y reviendra dans notre partie vite coupe parce que du coup, on a rythmé aussi autrement notre
notre été avec ces Jeux Olympiques et Paralympiques. On y reviendra. Bon, alors autre symbole, Guillaume ? Autre symbole, la tenue des volontaires. Déjà, le fait qu'il y avait beaucoup de volontaires, parce que ça a été extraordinaire, tous ces 45 000 volontaires engagés pour les Jeux Olympiques. Et oui, pas mal se sont réengagés aussi pour les Jeux Paralympiques. Il y avait une ambiance extraordinaire. Ils étaient vraiment touchants et très très chouettes, ces volontaires. Et alors, Guillaume, ils avaient une particularité. Ils étaient tous habillés de vert et avec quelques accessoires seulement pour les volontaires ? Ben oui, ils étaient tout habillés alors de vert ou de bleu en fonction de leur niveau. Les managers étaient en bleu et les volontaires classiques étaient en vert. Et puis, il y a quelques-uns de leurs objets qui ont fait particulièrement l'unanimité pour eux aussi. Ce bob plein de couleurs, par exemple. Le retour en grâce du bob, on est en 2024, c'est complètement inattendu, mais le bob revient en grâce pendant les Jeux Olympiques, tous les 4 ans. En même temps, j'ai l'impression, maintenant j'ai des souvenirs qui reviennent et j'ai l'impression que tous les 4 ans, il y a une sorte de retour en grâce de ce bob aux Jeux Olympiques parce que c'est l'accessoire. Mais alors celui-là, il était particulièrement beau avec ses couleurs vert, jaune et rose pastel, des couleurs très chouettes, des figures, des motifs qui en font vraiment un accessoire prodigieux pour les volontaires. Parce qu'il faut savoir que Decathlon, qui est l'un des sponsors des Jeux de Paris, a dessiné une collection toute particulière pour les volontaires. Et ils ont eu un certain nombre d'accessoires, sacs, montres, bobs, pour finalement à la fois les remercier de leur engagement, mais aussi qu'ils soient visibles. Et donc, ils ont repris un peu les couleurs des JO de Paris aussi, des motifs colorés. À tel point que certains accessoires font fureur sur eBay en revente. Certains accessoires sont malheureusement aussi volés. Alors on parle de vol entre volontaires, mais aussi de vol de spectateurs qui arrachent certains accessoires, notamment une main, la main qui permet de guider les gens. On pense à ces volontaires qui guident les gens dans les flux, qui est très importante. C'est un peu dommage. C'est aussi, cette tenue est devenue aussi iconique que celle des Français. Elle a aussi défrayé la chronique autant que celle des Français, parce que la tenue des sportifs français a aussi beaucoup défrayé la chronique. On n'était pas sur des couleurs franches, on était sur un pastel bleu, blanc, rouge, une espèce de dégradé de couleurs bleu, blanc, rouge qui était un peu particulier. Je les trouve aussi particuliers, comme la frige au début. Je suis désolé de la frige. Mais on s'y est habitué, on a même trouvé ça, on trouve même ça très chouette, ça tranche par rapport aux couleurs des autres nations. Et je trouve que c'est très classe, un beau symbole de la classe à la française. Bon, et finalement, on n'exclura potentiellement pas que Decathlon mette en vente la série de vêtements ou d'accessoires, parce qu'il y a quand même potentiellement un gros... Il y a du blé à se faire. Voilà. On ne sait pas quel est le contrat qu'ils ont conclu avec... Quand on revend un bob à 250 € sur eBay, avec Paris 2024. Il y a du blé à se faire. Pour autant, ça pourrait peut-être permettre d'éviter justement ces prix fous sur les sites de revente, parce qu'à partir du moment où ça serait vendu à un prix raisonnable... Il est prévu des braderies dans différentes villes de France où ils vont brader du matériel des Jeux Olympiques. Oui, mais je crois que les volontaires, eux, ils veulent garder leur matos, parce que c'est oui, assez... c'est ça. Les volontaires vont garder leur matos, mais il y a plein d'autres matériels qui vont être revendus, des matériels qui ont été utilisés pour ces Jeux Olympiques, pas uniquement par les volontaires, mais on parle de matériel sportif, on parle aussi de signalisation, il y a plein de choses qui vont être revendues dans des braderies, mais il y a toujours ce flou sur qu'est-ce qui va être fait sur cette tenue. Après, ils attendent, c'est comme cette musique iconique que vous aurez tous entendue, Parade. C'est l'occasion de sauter sur cette identité sonore, cette parade composée, dirigée, arrangée et produite par Victor Lemann, qui a donc été interprétée pour la première fois le 8 mai à 19h30 lors de l'arrivée de la flamme à Marseille. La musique des champions, quoi, qui a été utilisée à chaque remise de médaille, qu'on mettra peut-être sur le podcast. Comme la Marseillaise revisitée, qui est aussi très belle. Je voulais faire un hommage à cette Marseillaise revisitée qui commence, vous savez, par les premières notes à la flûte. Je la trouve très belle et une chouette alternative un peu moins martiale, un peu plus grand public que notre Marseillaise habituelle, qu'on garde naturellement pour les remises de médailles. Mais disons que dans des grands événements, c'est aussi une façon de se distinguer, d'avoir un hymne qui sort de l'ordinaire. Alors,
On va peut-être aussi parler de cette. Alors, on pourrait parler des heures. Je ne sais pas à combien de temps on est. On est déjà loin sans doute, mais je voudrais revenir sur quand même pourquoi est-ce que on a eu des polémiques bien bleu, blanc, rouge aussi pendant ces Jeux Olympiques. J'espère que vous avez pu regarder en live ou en différé la cérémonie d'ouverture. Oh là Ils là, ont pris la douche. c'est Il y avait un croustillant. pari. Il a été tenu de faire cette cérémonie d'ouverture sur la scène. Ça n'a pas été simple parce que on peut parler de karma, je pense, ce soir-là. Je ne sais pas qui a fait quoi, mais de fait, il y avait une cellule orageuse qui s'est fixée sur Paris entre 19h et 23h pile poil. La pluie s'est arrêtée à la fin de la cérémonie. Elle a commencé une demi-heure, une heure après le début de la cérémonie. C'est assez terrible parce que c'était pas simple à faire non plus. Mais en tout cas, c'était une réussite en termes de format, cette cérémonie qui pour la première fois se jouait en dehors d'un stade. Elle était précurseur puisque la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques a eu lieu sur la place de la Concorde. Et puis, elle a été aussi marquée par la participation de stars internationales. On parle de Lady Gaga, mais on parle surtout de Céline Dion qui nous interprète du haut de la Tour Eiffel l'hymne à l'amour. Voilà, c'était un très très beau moment aussi. Naturellement, toujours des petites polémiques. Alors, il y a eu pas mal de polémiques sur une cérémonie d'ouverture un peu trop diverse, peut-être, Max? Alors, c'est vrai que finalement, il y a eu un choix artistique de représenter la diversité de la culture et des artistes français. Et effectivement, il y a eu cette polémique sur la représentation du banquet de Dionysos avec les drag queens. Et ça, donc, ça a fait grand scandale, voilà, parce que certains ont pensé qu'il s'agissait là d'une parodie de la scène, le tableau de Léonard da Vinci. Voilà, mais je crois que cette polémique est désormais close. Je crois que cette polémique est close. En tout cas, nous, on a beaucoup. À titre personnel, je te laisserai, Max, dire ce que tu en penses. Mais j'ai beaucoup apprécié cette cérémonie dans ce qu'elle représentait à la fois de l'international avec des stars qui venaient d'un peu partout, et puis très française, avec des tableaux qui sont un peu caustiques, un peu piquants, et en même temps plein de froufrous et de plumes, j'ai envie de dire. Voilà, c'était une belle représentation, je pense, de ce que la France est aussi aujourd'hui, unie dans sa diversité, comme la devise de l'Union européenne. Avec une diffusion extraordinaire. Je ne me rappelle plus le nombre de vues à la télé, mais cette cérémonie a été diffusée vraiment très très largement avec des très très belles images de Paris malgré la pluie. Voilà, petit retour sur cette polémique. Retour aussi sur les ventes de billets. On va aller très vite sur les ventes de billets qui ont. Alors, j'ai pas les derniers chiffres, j'ai pas su les trouver pour l'instant, mais il y a eu plus de quasiment 9 millions de billets vendus. C'est le record tout temps de vente de billets pour les Jeux Olympiques. Et on avait hier ou aujourd'hui 2,5 millions de billets vendus pour les Jeux Paralympiques. On n'est pas sur le record de Londres qui avait ouvert davantage de places dans des endroits avec davantage de places disponibles aussi, mais on est sur une très très belle vente aussi pour les Jeux paralympiques, notamment 1,5 million de billets, donc quasiment 60% vendus depuis la fin des Jeux olympiques et l'engouement que ça a créé. Alors, rapidement, l'héritage pour Paris, ça va être des pistes de vélo notamment qui vont être pérennisées par la mairie. Ça va être une voie de covoiturage peut-être, c'est encore en discussion sur le périph', covoiturage et puis bus. Et puis il y a d'autres héritages un peu plus contestés. Il y a l'héritage de la vasque. Alors qu'est-ce qu'on en fait de cette vasque? Symbolique aussi, ce symbole de cette vasque qui s'élève dans le jardin des Tuileries. Est-ce qu'on la garde? Son concepteur n'est pas très pour parce qu'elle n'est pas faite, elle n'est pas faite pour aller dans la durée. On voit aujourd'hui qu'elle commence déjà à être un peu érodée sur les côtés notamment. Moi, je trouve que ce serait bien qu'on la garde pas forcément à titre personnel, mais qu'on s'en souvienne dans les souvenirs, qu'on la garde dans nos souvenirs. Il y aura certainement un petit musée des JO. Ouais, il y aura un musée des JO, ou alors on la fait revenir, mais pas toute l'année. Enfin, je vois pas l'intérêt de la garder toute l'année quelque part, en tout cas. Et puis il y a les anneaux. Alors ça, c'est la nouvelle polémique parce qu'on aime bien les polémiques à la mairie de Paris. C'est les anneaux et les olympiques. Agitos, du coup. Et les agitos, qui sont le symbole des Jeux paralympiques, ces trois petits tirets de lame, enfin, je ne sais pas trop comment on dit.
3 petites virgules, rouge, verte et bleue. Qui représente les Alors, lames. La maire de Paris a déclaré vouloir, Anne Hidalgo a déclaré vouloir garder les anneaux sur la Tour Eiffel, remplacer ceux qui sont actuellement parce qu'ils sont trop lourds, mais garder les anneaux sur la Tour Eiffel. Alors, il se fait que dans pas mal de villes, les anneaux sont réapparus. Elle parle de les garder seulement jusqu'à 2028, jusqu'à Los Angeles. Voilà, dans un certain nombre de villes olympiques, les anneaux sont restés ou sont apparus, ont été placés dans d'autres endroits. Est-ce que sur la Tour Eiffel, c'est le bon endroit ? Bon, on va laisser les Français polémiquer, ils trouveront sans doute une solution. Mais si on en garde un, il faut garder le deuxième quand même. Bah, c'est ça, on peut pas, ce serait pas juste de n'en garder qu'un seul, et puis certains crient un peu à la publicité commerciale. Il faut dire que le CIO est une grosse entité qui fait beaucoup d'argent, mais c'est une autre question. Alors, deuxième chose, héritage pour les athlètes. J'ai été très long, je suis désolé. Des sites qui restent, la piscine à Saint-Denis pour notamment le plongeon, qui peut aussi être qui a un bassin de taille olympique qui pourra donc servir, qui a été construite volontairement petite, d'où le fait que les épreuves de natation se sont déroulées à la Défense. On pense aussi à Vers-sur-Marne, le canoë. Les bassins seront réutilisés les aussi. Les bassins de la piscine de la Défense seront réutilisés et envoyés dans 2 villes en France. Les sponsors, on espère que moi on a beaucoup regardé aussi les Paralympiques et on espère que ces sports qui attirent moins l'œil aujourd'hui, notamment la boccia avec Aurélie Aubert, cette superbe victoire, j'ai pleuré, je l'avoue. Ouais, si t'avais pleuré que pour celle-là. Si j'avais, j'ai pas, enfin bref, mais pas tant que ça pour les autres, même s'il y avait de l'émotion naturellement, mais c'était pas pareil. On espère que des sponsors vont s'intéresser aussi à ces sports qui en ont besoin, ces sportifs qui en ont besoin. Ils vont avoir leurs médailles aussi, ceux qui ont reçu des médailles pour financer leurs allers-retours, leurs voyages. Mais aller dans des compétitions, ça coûte, ça a un coût. Et aux Paralympiques en particulier, c'est des compétitions avec peu de gens. Donc voilà, c'est tout de suite plus coûteux de se balader un peu partout. Et pourtant, ça fait partie du jeu, ça fait partie du sport. Donc on compte sur les sponsors. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, j'en ai beaucoup dit, je n'ai pas modéré mon enthousiasme. Si vous avez d'autres questions à nous poser, n'hésitez pas, on y reviendra peut-être nous sur notre propre expérience juste après. Mais d'abord, Max, un nouveau sujet d'actualité, on ne pouvait pas manquer l'été de Trump et des présidentielles américaines. Et oui, parce que bleu, blanc, rouge, c'est aussi la couleur du drapeau américain, donc ça s'intègre bien dans notre sujet. Et donc, on va du côté des États-Unis pour vous faire un petit journal de la campagne américaine et aussi des affaires judiciaires de Donald Trump dans la lignée de nos saisons précédentes. On se rappellera qu'on a lancé ce podcast en 2019. On était déjà donc en partance pour la présidentielle de 2020, déjà à l'époque avec Donald Trump. Tout à fait. Nous sommes donc aujourd'hui à 58 jours des élections américaines qui se tiendront le 5 novembre 2024 aux États-Unis. Et il faut se rappeler qu'aux États-Unis, il est très courant de voter par courrier en amont des élections, puisque en 2020, il y avait eu 65,6 millions de votes qui avaient été réalisés par courrier sur un total de 158 millions de votants. Donc 41% des votants quand même avaient voté en avance. Et par conséquent, on entre dans une phase tout à fait déterminante de la campagne après un été où se sont déroulées les primaires républicaines et démocrates. Alors si on fait peut-être une petite présentation générale d'un état de là où on en est dans ce premier épisode de notre saison. Donc pour les partis républicains, c'est Donald Trump, bien sûr, mania de l'immobilier, des médias, ancien président américain qui a été désigné mi-juillet candidat pour le Parti républicain lors de la convention républicaine. Il aura 78 ans le jour de la prestation de serment et fait notable le 13 juillet lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie. Il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat quelques minutes après le début de son discours par un homme qui avait grimpé sur le toit d'un bâtiment à proximité et qui ne s'était pas fait repérer par les services de sécurité. Ça aussi, on pourra en faire un sujet à part, mais on n'a pas vraiment le temps. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est du coup un peu passé à l'as pendant l'été, puisque d'autres choses se sont passées après.
Exactement. Bon, Trump n'a pas été touché. Même si on a vu un peu de sang sur son oreille, il y a beaucoup de polémiques sur ce sujet-là d'ailleurs. Mais il y a quand même eu un mort et 2 personnes qui étaient dans une situation critique. Lors de la convention républicaine, eh bien, a été aussi désigné son colistier, donc celui qui est candidat au poste de vice-président, James Donald Vance. Vous entendez sans doute parler, si vous écoutez un petit peu, J.D. Vance. Donc il a 39 ans, il est sénateur de l'Ohio. C'est un ancien homme d'affaires et capital risqueur. Alors le choix de J.D. Vance a interrogé, puisque s'il rééquilibre le ticket républicain en termes d'âge, eh bien... il n'apporte pas finalement de nouvel État, parce que souvent les candidats à la présidence américaine choisissent un colistier qui permet de sécuriser un État, mais l'Ohio est déjà acquis à Trump, et donc on peut s'interroger sur ce choix-là. Pour mémoire, la victoire aux élections américaines ne dépend pas du vote populaire, c'est-à-dire du plus grand nombre de voix remportées, comme c'est le cas en France par exemple, mais de la capacité à atteindre le chiffre de 270 grands électeurs qui reflètent le poids des différents États. C'est hyper surprenant pour la première, le premier pays du monde. Cette façon de voter. On en a déjà parlé, mais moi, ça me surprend toujours qu'une personne... On sait que dans des pays où le président a un rôle symbolique, qu'il ne soit pas élu au suffrage direct, ça ne me choque pas. Mais dans des pays où le président c'est l'historique de la construction des États américains. Tellement fort. Oui, c'est le fédéralisme. Pardon, c'était un aparté. Bon, pour autant, malgré le fait qu'il n'apporte pas l'État de l'Ohio, puisqu'il est déjà acquis, il semblerait que de nombreux milliardaires et hommes d'affaires de la Silicon Valley soutiennent le duo Trump-Vance au vu de leur approche très pro-business et de limiter finalement l'emprise de l'État fédéral. Et c'est notamment le cas d'Elon Musk qui affiche très largement son soutien à Trump. Alors Vance, pour l'instant, n'a pas fait vraiment l'unanimité parce qu'il n'a pas une personnalité très chaleureuse. Il s'est mis en avant dans certaines vidéos de campagne qui ont été un peu un désastre, notamment la vidéo où il va visiter un magasin de donuts. C'est un petit peu le Donut Gate. Et ces événements de campagne qui ne rassemblent pas grand monde. Alors du côté du parti démocrate, suite au retrait de Joe Biden, on vous en avait parlé à la fin de notre saison 5, c'est Kamala Harris, ancienne procureure générale et sénatrice de Californie, actuelle vice-présidente de Joe Biden, qui a été désignée candidate du parti démocrate à la convention qui s'est tenue à Chicago du 19 au 22 août. Elle aura 60 ans au premier jour du prochain mandat présidentiel, donc on note une différence de 18 ans quand même entre les deux candidats. Elle a choisi Tim Walz comme colistier pour le poste de vice-président. Alors Tim Walz, il a 60 ans, il est gouverneur très populaire de l'État du Minnesota. Il a déjà remporté 2 mandats. C'est un ancien professeur de l'école publique, coach de football, qui a servi comme volontaire dans la garde nationale durant 24 ans et qui a eu donc une expérience aussi d'élu politique. Donc c'est plutôt libéral, très orienté sur le soutien à la famille, aux vétérans, aux soins de santé. Et puis, il représente finalement Américain. Le Midwest, et donc qui est, vous le savez, très important pour gagner la présidentielle. L'une de ses mesures phares comme gouverneur, ça a été le financement par l'État d'un petit déjeuner dans les écoles, et il en est très fier et il met ça très en avant. Alors Walz, il a une personnalité très chaleureuse et un style assez décontracté. On l'appelle familièrement Coach Walz, et il rassemble largement les foules. Et c'est de manière générale, plutôt une caractéristique du duo Harris-Walz. Leur meeting rassemble largement les foules. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui irrite pas mal Donald Trump parce que lui, les stades sont un peu moins remplis. Alors globalement, il est difficile de dire à ce jour avec certitude qui gagnera la présidentielle américaine, puisque vous l'avez compris, il s'agit de victoires locales, État par État, pour déterminer en fonction du nombre de grands électeurs de chaque État qui sera au-dessus du chiffre de 270 voix. Alors en vue de l'élection de novembre, il y a 7 États qui sont considérés comme clés pour gagner les élections. On appelle ça les swing states. C'est donc les États qui détermineront
le vainqueur de l'élection. Alors sur la côte est, vous avez la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et la Géorgie. Au nord, le Wisconsin et le Michigan. Et à l'ouest, le Nevada et l'Arizona. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les deux campagnes concentrent leurs efforts avec de nombreux événements dans ces États pour encourager les électeurs à aller voter en leur faveur. Au-delà des meetings de campagne, une étape importante des élections sont les débats où s'affrontent les candidats républicains et démocrates. Le premier débat, vous vous en souvenez peut-être, le 27 juin dernier, avait conduit à démontrer les faiblesses de Biden et à son retrait. Et ils avaient quand même, avant qu'il annonce son retrait, les deux campagnes s'étaient mis d'accord pour qu'il y ait un deuxième débat le 10 septembre sur la chaîne ABC News. Et donc, Kamala Harris, quand elle a récupéré la nomination, elle a confirmé qu'elle honorerait ce débat, tandis que de son côté, Donald Trump avait d'abord refusé d'honorer l'accord des campagnes parce qu'il jugeait que ABC News n'était pas assez équilibrée ou voilà, qu'elle était trop en faveur des démocrates. Et du coup, il avait proposé à la place que le débat se tienne sur Fox News, qui est une chaîne conservatrice qui naturellement est qui jugeait plus favorable à Trump. Bon, il se trouve que finalement, à ce stade, on a un débat qui a été validé pour les deux campagnes le 10 septembre. On verra s'il y aura un accord pour avoir d'autres débats. Et ça sera important parce que ce sera la première fois que Trump débattra Harris. Et donc, on verra aussi un peu comment ça va se passer. Il a beaucoup critiqué Kamala Harris parce qu'elle ne lisait que son prompteur. Et donc, ça va être un moment intéressant. Et puis, dernier point sur la campagne, côté financier, vous le savez, les campagnes américaines sont souvent influencées par les moyens qui sont alloués aux équipes et aux campagnes publicitaires, notamment justement dans ces États clés. Eh bien, Kamala Harris a réussi avec sa campagne à lever 361 millions de dollars en août, tandis que la campagne Trump annonce 130 millions ce même mois. Donc, Harris a une avance certaine en termes de moyens financiers. Et elle n'a pas souffert du fait qu'elle était désignée très tardivement, au contraire. Alors ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'on estime que les deux campagnes vont dépenser au total plus d'1 milliard de dollars pour cette campagne. C'est absolument hallucinant. Les deux séparément ensemble. Ouais. Alors pour finir, un mot sur les affaires judiciaires de Trump, puisque cette semaine, le juge de New York qui devait annoncer la sentence associée au verdict de culpabilité de Trump dans l'affaire Stormy Daniels, vous vous en souvenez, c'était avant l'été, a annoncé que finalement, il ne prononcerait pas sa décision le 18 septembre comme initialement attendu, mais qu'il attendrait novembre, après les élections, compte tenu des circonstances exceptionnelles dues à la campagne présidentielle. Donc dans un sens, Donald Trump a bien réussi ses manœuvres dilatoires qui visaient à repousser une décision qui lui aurait fait mal quelques jours, quelques semaines avant les élections. Voilà, je m'arrête là pour l'actu américaine. Alors, on va vous garder notre point actu belge, vu le timing pour la prochaine fois. Mais vous on a été bavard, on a été bavard, mais on a beaucoup aimé ces deux sujets. Donc, on vous parlera des gouvernements, de la formation des gouvernements en Belgique d'ici notre prochain podcast. Et on va passer directement à nos vacances, à notre rubrique vie de couple. Exactement, parce que forcément, on est obligé de vous faire un point sur nos vacances après ces 2 mois d'été. Ces 2 mois de pause entre la saison 5 et la saison 6. On n'a pas le temps de tout vous raconter, mais on a bien profité. Je crois qu'on peut dire ça. On peut s'arrêter là, en fait. Non, c'est bien, non ? On a bien profité. Ouais, c'était chouette. C'était un peu court. Moi, j'ai pris 3 semaines et j'ai trouvé que c'était un peu court. Cette année a sacrifié une semaine sur l'autel de peut-être d'autres vacances qu'on essaiera de prendre d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. C'est ça. Mais tu as expérimenté le télétravail au bord de la piscine. C'était pas mal. C'était pas mal. Voilà, non, on a profité pour voir la famille, passer un peu de temps avec des amis. Et globalement, c'était très, très chouette. Finalement, un peu de mer, un peu de montagne, un peu de... Trop du cul du monde pardon. Un peu d'Aveyron, oui, c'est loin l'Aveyron, mais c'est beau l'Aveyron. Tout à fait. Tous les ans, on se dit que c'est loin et tous les ans, on se dit que c'est beau. Avec des bons produits locaux. Avec des bons produits locaux. On a trouvé du miel, et ça, c'est toujours important pour nous. Yep. Absolument. Et surtout, on a quand même pas mal regardé les JO pendant ces vacances. Et ouais, on a pu pas mal regarder les JO. On était un peu collé aux JO. Et surtout,
on avait au départ, il faut savoir qu'il y a un an, on avait pris seulement une place pour la finale de hand féminin à Lille, puisque on avait calculé du coup qu'on pourrait finir nos vacances par ce match. Et on s'est quand même décidé, un peu au dernier moment, de prendre des places en plus pour la demi-finale de foot féminin, parce que les matchs se tenaient à Marseille, au stade Vélodrome. Et donc, c'était un peu l'occasion d'y aller, un peu en dernière minute. J'ai fait plus de matchs de foot en un mois que dans toute ma vie avant. Donc, en fait, j'ai doublé mon nombre de matchs de foot. J'ai fait 2 matchs de foot dans ma vie, dont un. Par contre, j'ai fait plus de stades en un mois que j'en ai fait dans toute ma vie avant. C'est clair. Parce qu'on a vu donc ce match de foot à Marseille. On a vu la finale de handball féminin à Lille avec les Françaises. C'était extraordinaire. Bon, malheureusement, elles ont perdu. Mais c'était pas un match où tu sors avec un goût amer. Tu vois, elles étaient en face, le niveau était plus élevé. Exactement. Et puis elles ont fait un très beau clapping à la fin. Enfin, c'est très chouette de voir aussi les médailles et tout ça. Oui, c'est vrai que du coup avec la remise de médailles, ça c'était aussi. Ça reste quand même chouette de voir tout ce décorum, quelque chose auquel on n'est pas encore habitué, mais on va essayer d'y aller plus souvent maintenant. Et puis en mai, on avait décidé de prendre des places pour les JO paralympiques. Tout à fait. Et donc, on a pu voir aux Jeux paralympiques, on a pu voir une matinée d'athlétisme au Stade de France. Quand même. Le stade était plein, c'était blindé, extraordinaire, un génial. Matin, juste avant la rentrée, mais trop cool. Même une médaille française, inattendue, mais elle était là quand même. Et puis, on a vu le lendemain 2 matchs de basket fauteuil. On a vu États-Unis-Australie chez les hommes et on a vu Japon-Allemagne chez les femmes juste après. Et aussi très chouette ambiance. Très impressionnant le basket fauteuil. Hein. Et Bercy était bien rempli. Absolument impressionnant. En fait, il y a un truc que moi j'ai découvert avec ces Jeux paralympiques, et je suis désolé de dire ça à 36 ans, j'aurais préféré découvrir ça 10 ans plus tôt. Oh là là. Mais c'est combien ces Jeux sont impressionnants. Peut-être dans un coin de ma tête, je me disais, les Jeux paralympiques, il y a peut-être moins d'enjeux, moins de challenge. Et en fait, c'est tout à fait ridicule. Mon frère qui avait été aux Jeux de Londres nous en avait parlé. Que c'est tout à fait pas le cas et que partout, je pense qu'il y a plus d'émotions sur les Jeux paralympiques pour plein de raisons, pour les histoires de vie qu'il y a derrière, mais qu'il y a aussi énormément de sportivité. On a vu des très belles images de coachs d'équipes opposées qui se prenaient dans les bras après. Très beaux athlètes. Presque plus d'images de sportivité d'ailleurs aux Jeux paralympiques qu'aux Jeux olympiques. J'ai l'impression que aux Jeux paralympiques, les athlètes sont moins nombreux aussi par catégorie. C'était énormément catégorisé, on ne va pas revenir là-dessus, mais ils se connaissent aussi. C'est peut-être presque une plus grande famille, les Jeux Olympiques, que les Jeux Paralympiques. C'est l'inverse. Voilà, c'est les Jeux Paralympiques que les Jeux Olympiques, pardon. C'était un peu tout ce qu'on a fait cet été. On a vu. Non, puis du coup, on a été voir la Vasque quand même. On a été voir la Vasque, on a vu la Frige et on a été au Club France. Et on a été au Club France, c'était sympa aussi. On a bien profité de ce week-end-là aussi. C'était juste le week-end dernier. Et du coup, c'était un peu une parenthèse enchantée dans la reprise, puisque ça avait repris dès début août pour ma part, mi-août pour Guillaume, ça a bien repris. Hein. Ouais. On y est. Tout à fait. Non, très chouette. Voilà. Hein. Et puis on a peut-être qu'on va pas rentrer dans le détail, on peut peut-être faire juste quelques mots sur ce mois de septembre avec quelques trucs un peu sympas qui s'annoncent, Guillaume, mais qui sont assez éclectiques. Alors oui, ça nous servira de rubrique sortie. Hier soir, on est allé voir le spectacle de Drag Race Belgique saison 2 avec toutes les queens au Théâtre Royal. Au Théâtre Royal avec toutes les queens sur la scène. Non, pas au Cirque Royal. Au Cirque Royal. C'est super chouette. Dans 2 semaines, on va voir Drag Race France. La saison 3 à Lille. Le spectacle de la saison 3. Et puis quelques jours après, on va aller voir assister à la messe du pape au Ezel. Ouais, nous, on aime bien les choses qui sortent un peu. Ça va faire. Ça sera notre dernier c'est un peu notre nous, dernier vous stade. voyez notre vie, c'est un peu ça. Les dragues et la messe. Les dragues, la messe. Les dragues, la messe. Je sais pas où est-ce qu'on va avec ça. En tout cas, un programme assez coloré. En tout cas, un programme coloré et éclectique pour ces vacances. Une rentrée un peu... Sur les chapeaux de roue. On va pas se mentir. On essaye de se poser. Moins d'activités pour moi, on l'avait dit cette année. J'ai pas encore vu trop les bénéfices, mais ça va venir sans doute. Bref, on n'a pas le temps de tout vous raconter. Il s'est passé plein de choses et on espère que dans les mois qui viennent, on pourra progressivement aussi vous raconter nos petites histoires. Et ben voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode de la saison 6
un épisode bleu, blanc et rouge. Et oui, on a un peu coupé parce qu'on n'a pas, donc on ne vous aura pas tout dit, mais on se rattrapera dans notre prochain épisode dans 2 semaines. Si vous êtes arrivé au bout, bravo, merci. On est très Comme heureux de d'hab. vous compter parmi nos auditeurs. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous. N'hésitez pas à mettre une note, un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré, un like sur YouTube ou sur Twitter ou un pouce bleu sur Facebook et surtout, Partagez. Et vous pouvez aussi nous envoyer un petit message si vous voulez, ça nous fait toujours plaisir. Voilà, ce podcast reste diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus pressés. Alors d'ici au prochain épisode, portez-vous bien, gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches. bleu, blanc, rouge.